Yo, what's good, mes truands? Vous le savez déjà, vous avez tune in. Max Carabine pour peut-être l'analyse et prédiction la plus attendue de l'année, la plus attendue ever pour le MMA québécois, qui est fucking on the map cette semaine, les chums. Plus grosse semaine de MMA de l'histoire du Québec en ce moment, les chums. Samouraï MMA chapitre 14, vendredi, ce vendredi, le 9 mai, en direct de la gare Windsor. Gare Windsor, situé à 2 pas du Centre Bell, lieu où se déroulera l'UFC 315 samedi, lendemain de Samouraï MMA 14, les chums. Insane! La planète MMA, les yeux sont rivés sur nous en ce moment, que ce soit au niveau local, international, national, name it, les chums. Super hype, je peux pas être plus hype. C'est là, c'est finalement, on est arrivé. Ça se passe live, les chums. Samouraï MMA 14, UFC 315, analyse et prédiction. On commence par quoi? On commence par Samouraï, on commence par l'UFC. On va commencer par donner un gros shout-out à The Sandman, Corey Sandhagen, qui n'a fait qu'une bouchée de Davison Figueiredo. Sandhagen qui est parti s'entraîner avec Trevor Whitman. C'était son deuxième combat sous l'ère Whitman. Avait donné beaucoup de fil à retordre à Umar Nurmagomedov, mais s'était incliné en août dernier. Puis là, on l'a vu face à un ancien champion, face à un Davison Figueiredo qui n'est jamais un combat facile. Ben, Corey Sandhagen a presque rendu ça facile. Certes, weird game plan de la part de Figueiredo, tout le temps essayer de sauter sur une jambe puis de soumettre via knee bar ou ankle lock ou name it. Figueiredo qui est comme c'est comme si c'était un match de jiu-jitsu. Fucking Sandhagen qui en a profité, landé du gros ground and pound, resté super alerte au sol, pas se faire pogner. Puis finalement, à son tour, il met une genre de soumission sur le genou de Figueiredo qui saute au deuxième round du gros ground and pound de Sandhagen. L'arbitre dit c'est assez. Fait que solide victoire pour Curry de Sandman Sandhagen, qui est peut-être le prochain en file pour affronter le gagnant de Merab contre O'Malley 2 qui aura lieu en juin. Gros shout-out à Corey Sandhagen, un gros fighter que j'aime beaucoup. Puis évidemment, gros shout-out à Rainier de Ritter, RDR, ancien double champion chez One Championship, qui a stoppé le hype train Bo Nickel avec beaucoup de style. On doit l'avouer, le TKO, deuxième round, le genou direct au foie. Ça se passe en un claquement de doigts. Vraiment, le RDR qui dominait le combat. Vraiment, le premier round, chaudement disputé. Bo Nickel qui réussit à l'amener au sol, évidemment, mais RDR qui est un virtuose au sol, s'est dit, alright, fine, mais gros, tu veux m'amener au sol, man, ne dérange pas en tout. Reverse la situation pour terminer on top control sur Bo Nickel. Pas landé full de damage, mais quand même, comme montrer à Bo que genre, t'es pas tout seul qui peut jouer au sol, mon gros. Premier round fini, on sent que Bo Nickel dans le coin, là, c'est pas le Bo habituel. Premièrement, rarement vu un deuxième round dans sa carrière à l'UFC. Il l'a vu à son dernier combat contre Paul Craig, mais c'était un snooze fest. Fait que ouais, Bo Nickel dans le corner, entre le premier et le 2, avait pas de l'air hype du tout d'être là. Deuxième round commence. RDR met la pression, va de l'avant, complètement confiant, réussit à contrôler Bo Nickel au sol. Dans le round précédent, beaucoup plus gros que Bo Nickel. Fait que RDR, gros cranky, met de la pression. N'hésite pas à lander des strikes. Puis là, on voit vraiment la barre d'énergie qui est sur la pente descendante au niveau de Bo Nickel. RDR réussit à l'amener contre la cage, land des bons strikes. Puis rapidement, c'est ça, là, on voit Bo Nickel s'effacer complètement du combat, là, comme je l'ai dit, en claquement de doigts. Puis RDR qui le voit, il le sent. Fait que là, continue de mettre de la pression, lander des shots. Bo Nickel n'a pas aimé ça pantoute, se faire toucher. Puis là, on le voit reculer. Puis là, une séquence, Bo Nickel, c'était genre son... Il avait hâte que le combat finisse, comprends-tu? Fait que là, essaye d'aller coup pour coup face à RDR. RDR te sort un méga genou direct au foie de Bo Nickel, qui, ça y en prenait pas plus, s'écroule au sol. Aucun follow-up shot needed. RDR voit l'arbitre arriver, fin de combat. RDR, toujours invaincu à l'UFC, troisième victoire depuis qu'il a fait le chemin de One Championship à l'UFC. Stop le hype train de Bo Nickel. Puis Bo Nickel, excellent lutteur, fighter, on ne sait pas trop, était capable de knocker des gars, là,
à l'UFC avant qu'il arrive à l'UFC. C'était seulement son 8e combat MMA pro en carrière. Puis là, faisait face à un RDR qui avait comme 3 fois plus de combats. Ex-double champion chez One Championship. Fait que la barre était très haute pour Bo Nickal. Puis ça a apparu. Pas rendu là pantoute, vraiment. Là, il y a des croûtes à manger. Beau. Futur champion, honnêtement, j'en doute beaucoup. Quand même up there en âge. Là, il y a quoi, 28, 29 ans à peu près, Bo Nickal. Puis certes, excellent lutteur, mais c'est un fist fight. Fait que si t'es pas capable de manger une shot sur la gueule, ça ira pas bien pour toi. Bo Nickal, 29 ans. Fait que ça, des croûtes à manger, Bo Nickal. T'es encore jeune, 29 ans, mais c'est pas non plus 22-23 ans, là, comprends-tu? S'il veut espérer être vraiment au top du top, ans, il va falloir qu'il travaille fort. Fait que je pense on a eu la preuve que pas rendu là, puis c'est pas si facile que ça avec les meilleurs de l'UFC. Gros shout-out à RDR, aussi très très beau TKO, là, vraiment, là, dans ce qui était l'UFC des mois de la semaine passée. On n'est pas là pour parler de ça, les chums, on est là pour parler de la plus grosse fight week de l'histoire du MMA au Québec. Samouraï 14, vendredi, UFC 315, samedi. Alors, on va commencer par Samouraï. J'ai envie de commencer par Samouraï. Chum Mick Dufort, tête d'affiche, était censé affronter un Brésilien complètement craqué, un gars qui avait 8 first round finish, pas beaucoup de défaites. Bon, genre un gars super excitant sur papier. C'était censé être l'adversaire de Dufort, c'est désisté il y a quoi, genre 2 semaines de ça, à peine. Le Brésilien ne peut pas venir ici, finalement, blessure ou problème de visa, je ne suis pas certain. Fait que Dufort, finalement, va affronter Kyle Prepolek. C'est donc un rematch du tout premier main event de l'histoire de Samouraï MMA. Dans ce qui avait été vraiment un sacré bon combat en novembre 2021 pour ouvrir les hostilités de Samouraï MMA. Prepolek qui l'avait emporté, split decision sur Mick Dufort dans ce qui avait été 5 rounds complètement folle. On s'était échangé le momentum à gauche, à droite. Dufort qui avait voulu beaucoup striker avec un Kyle Prepolek. Prepolek, ancien de l'UFC, évidemment, qui a vraiment le calibre d'être encore dans l'UFC, là, avait accepté un short notice contre Nordin Taleb, si je me souviens bien. Là, fait que c'était comme un gars beaucoup plus gros que lui. Puis Prepolek avait perdu, je pense, mais à la décision. Puis, bref, après ça, un autre fight à l'UFC. Je pense même qu'il y a une win à l'UFC, mais c'était fait release assez rapidement. Puis là, ben, il est venu semer la terreur sur la scène locale au Canada depuis longtemps, le l'Ontarien Kyle Prepolek, qui est définitivement un des meilleurs 155 livres qu'on a ici, tout comme le chum fort, le Canadian Badass Prepolek, qui est le champion des lightweight en titre, ceinture qui, à moins que je me trompe, n'a pas remise en jeu. Mais au premier Samouraï, il y a bientôt 4 ans de ça, puis c'est Prepolek qui l'avait emporté par Split D. Puis là, on a le rematch ce vendredi. Super hype pour cette fight-là. Évidemment, Dufort s'est grandement amélioré depuis 4 ans. Il s'est entraîné avec Olivier Aubin-Mercier qui est allé chercher deux titres à la PFL. Fred Duprat, gros partner avec Dufort. Dufort qui est allé partout. Il est allé à Abu Dhabi, il est allé chercher une ceinture chez Cage Titans à Boston, on s'en souviendra. Fait que pas de doute que Dufort s'est vraiment amélioré depuis leur dernier combat. Alors que Prepolek, lui, était déjà au top de sa forme il y a 4 ans. Fait que je pense pas qu'on va nécessairement avoir un bien meilleur Kyle Prepolek. Mais c'est quand même un sacré bon fighter, Kyle Prepolek. Fait que ce qui avait peut-être nuit à Dufort dans leur premier affrontement, c'est qu'il avait beaucoup voulu striker contre Prepolek. Prepolek, excellent striker, bon takedown defense, pas nécessairement très très fort au sol, bonne défensive, mais c'est pas un gars qui va aller chercher la soumission vraiment. C'est un striker pur et dur. Kyle Prepolek aime échanger sur les pieds, puis Dufort avait voulu échanger sur les pieds avec lui dans le premier fight, fait que c'était un petit peu plus dans le territoire de Prepolek, ce qui avait fait en sorte qu'il avait été chercher la victoire. Donc Dufort, s'il se laisse pas trop emporter par le tout, là, on se bat devant, on le rappelle, on va se battre devant
probablement Dana White. Sinon, c'est sûr qu'il va y avoir des représentants de l'UFC, des matchmakers, Sean Shelby, Mick Maynard. Il va y avoir des gros noms sur place à la gare Windsor. Donc, Dufort va vouloir faire un show, c'est sûr et certain. Dufort a ce qu'il faut pour soumettre Cal Prepolek, selon moi. Pas facile. Plus facile à dire qu'à faire. Cal Prepolek, excellent fight IQ, va tout faire pour ne pas se faire soumettre. Mais Dufort est une bête au sol, une bête de la soumission. Fait que j'espère que Dufort va avoir un game plan un petit peu plus approprié que ce qu'il y avait eu au premier fight face à Purple Leg. Certes, il veut nous montrer qu'il est capable de striker, mais qu'on le sait, il frappe fort. Quand même un bon power, quand même du bon striking. Là. Il nous l'a montré face à Mads Burnell à la PFL. Mais après ça, il a perdu en demi-finale, s'est fait KO sur les pieds. Fait que, man, si Dufort arrive dans cette fight-là et dit moi j'amène Purple Leg au sol puis je le soumets, pas de doute, j'ai pas de doute qu'il peut le faire. Vraiment, là, comme je l'ai dit, je pense que Mick a pris 2 steps depuis leurs derniers affrontements, alors que Purple Leg est pas mal resté au même niveau, très très haut niveau. Mais momentum est en faveur de Dufort, va se rebattre chez eux à la maison, a perdu le premier fight, va vouloir certainement avoir sa revanche sur Purple Leg, impressionner l'agglomérat de l'UFC, puis évidemment, toute la foule qui sera à la gare Windsor ce vendredi le 9 mai. Fait qu'honnêtement, j'ai envie de te dire, victoire Dufort va wear down Cal Purple Leg, va peut-être aller chercher une soumission là, au 2-3e round. Je pense que si le fight se rend au 4-5e, ça va être une décision. Bref, je pense, comme je l'ai dit, que si Dufort est en tête, je soumets ce gars-là, il va être capable de le soumettre. Tommy Morrison défend sa ceinture pour la première fois en co-main event. Big T qui est à 8-0 en ce moment, peut-être beaucoup d'yeux vont être rivés sur Tommy Morrison là, parce que gros prospect à 125 livres affronte Daniel, un Américain 9-4-1, pas super familier avec la game du boy, mais je sais que Tommy Morrison a absolument tous les outils nécessaires dans son sac pour défendre sa ceinture, puis selon moi, c'est ce qui va arriver ce vendredi soir. Ensuite de ça, c'est le retour de Louis Jourdain, alias de Mad Prince, le frère de l'autre, Louis Jourdain, qui revient d'une convalescence de plus de 2 ans. S'était explosé le genou, s'est fait opérer, commencé tranquillement, physio, name it. Il est back en force face à un Brésilien, Adriani, un gamer, 12-3, l'adversaire de Louis Jourdain, qui lui est 7-3. Fait que l'expérience à l'avantage du Brésilien dans ce côté-là, mais Louis Jourdain s'entraîne avec Charles. Arguably plus de skills que Charles. Louis Jourdain, si c'était pas des blessures, ce gars-là est dans l'UFC depuis une couple d'années, selon moi. Non seulement c'est le frère de Charles, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut pour être parmi les meilleurs. Là, se bat à 125 livres. Le gars est arguably plus gros que Charles. Charles qui se battait à 145, qui s'est battu, qui s'est fait 2 fights, qui fait à 135. Louis est plus gros que Charles, puis il va se battre à 125 livres. Le fait une fois, si je ne me trompe pas, le 125 livres contre Diego Silva à Samouraï 6 à Gatineau, way back. Là, on remonte à 8 Samouraï ago. Mais Louis Jourdain l'a fait une fois. Mon gars, il travaille fort en sacrament pour faire le 125 livres, je vais vous le dire. Il ne mange pas beaucoup de barres de chocolat. Le chum Louis Jourdain, gros gamer. Ça va être un sale fight, man. Je pense que Louis Jourdain a ce qu'il faut pour aller chercher la victoire par KO, TKO. Il est allé chercher une belle victoire par soumission à son dernier fight, mais Jourdain, ça reste un nasty striker. Puis je pense qu'Adriani va être là pour vouloir striker avec. Il va se rendre compte que c'est pas une bonne idée de vouloir striker avec Louis Jourdain. Il va peut-être essayer de l'amener au sol. Louis Jourdain va stuff les takedowns puis va terminer son adversaire. Là. Je pense vraiment là, que fin du 2e, début du 3e, ça va être trop. Louis Jourdain va aller chercher la victoire. Après ça, on a gros fight. Gros fight tout canadien. Le chum Danny Mallette, qui est de retour de Madness, qui va affronter Mac Larson. Larson qui s'est incliné aux mains de Yohan Lennes au dernier Samouraï. Une belle clinique là, de combat là, de la part de Yohan Lennes qui a montré qu'il était supérieur dans tous les aspects, là, principalement contrôler le combat au sol. Mac Larson, très fort en soumission. Yohan nous a montré qu'il était susceptible à la soumission, puis dans ce combat-là, nous a montré que, hey, I'm back, les chums. Puis c'est pas un gars de la scène canadienne qui va venir me soumettre. C'est seulement fait soumettre par les meilleurs à l'UFC. Fait que ça avait été un très bon fight de la part de Yohan Lennes. C'était son comeback fight parce que Yohan, après ça, a KO un dude
à son dernier fight à Samouraï. Fait que c'était son premier fight depuis son retour de l'UFC à Johan, puis il avait très très bien fait face à Mac Larson, qui est 7 victoires, 2 défaites maintenant. Même fiche que le chum Danny Mallette, qui lui revient d'une victoire percutante par KO à l'étranger face à Dejan Kadjic à Vancouver. C'était pour la ceinture. Mallette a raté la pesée de genre 0.1, 0.2, vraiment pas beaucoup de livres. Fait que c'est ce qui a fait en sorte qu'il n'a pas pu gagner la ceinture, mais c'est le champion sans ceinture de BFL, c'est Danny Mallette. Gros fight tout canadien. Mallette qui s'est incliné face à Jordan Main à son dernier fight. J'ai oublié ça. C'était. Je suis pas mal sûr que le dernier combat de Johan, c'est sa défaite face à Jordan Main, mais avant ça, il y avait KO Dejan Kadjic. Fait que les deux gars qui reviennent d'une défaite, les deux gars qui n'aiment pas perdre définitivement. Mallette plus un striker, Larson peut-être plus un grappler, plus de soumission. Fait que beau combat de style. C'est une moins grosse tâche que Jordan Main, Larson, pour Danny Mallette. Fait que je pense qu'il va être alerte que Larson peut le soumettre, mais Mac Larson n'a pas la moitié de l'expérience que Jordan Main avait. Fait que je pense que Danny Mallette il est live dans ce combat-là. Par contre, Larson très fort aussi. Je pense pas que Mallette peut arriver là et te le smoke en 2 minutes comme Danny Mallette peut le faire d'habitude. Fait que je pense qu'on va avoir un sale fight. Vraiment, là, peut-être un des combats là, que j'ai le plus hâte de voir, Danny Mallette contre Mac Larson. Pas le choix de dire avec Danny Mallette, les chums. Je pense qu'il va nous montrer que sur les pieds, il n'y a pas grand monde qui l'accote. Puis tant qu'il réussit un bon takedown defense, puis il joue pas trop avec le feu au sol avec Larson, je pense que Danny Mallette, The Madness, il y a ce qu'il faut pour aller chercher le fight. Antoine Chaput contre Radin. 4-2, Chaput va essayer de monter à 5-2 face à un 5-1 Radin. Donc, je pense que c'est un pas pire test là, pour Chaput qui est game, qui voulait affronter Robert Serres au dernier Samouraï. Serres, couper du poids, c'est plus une bonne idée pour lui. Encore du pull-out du fight. Donc, Chaput qui est à son 2e camp d'entraînement, pas de fight. Évidemment, super talentueux, là, Antoine. Je pense même pas qu'il a 25 ans encore. Ça met du temps à se mettre en marche, là, mais avec une victoire. Avec une bonne victoire face à Radin ce vendredi, je pense qu'on va pouvoir rembarquer sur le hype train Antoine Chaput, mais des petites bumps in the road là, jusqu'à date pour Antoine Chaput, mais it's all good. Honnêtement, je pense que Chaput va aller get the dub. Peut le faire de toutes les façons. Chaput, là, excellent striker, excellent grappler, peut te KO comme peut te soumettre. Donc, je pense qu'il peut aller chercher la victoire dans l'un de ces deux aspects-là. Puis je pense que c'est ça qui va arriver. Donc, victoire Antoine Chaput. Après ça, Louis Sanoudakis, cool 135er qui s'entraîne au TriStar depuis belle lurette. Tout le temps été à 1 ou 2 victoires de peut-être avoir la chance d'aller à l'UFC. Il s'est battu contre Cody Gibson, qui est présentement à l'UFC. À XMMA, malheureusement, ça n'a pas bien été pour Sanoudakis. Mais tu sais, c'est tout le temps battu contre 1 ou 2 gars qui étaient aux portes de l'UFC. Fait un petit bout qui ne s'est pas battu, Louis, mais va finalement se battre chez lui au Québec après une bonne période d'absence. Là, je pense. Il a dû commencer sa carrière pro ici, way back, milieu des années 2010. Mais là, va faire un retour devant les siens ici au Québec. Va affronter un Brésilien qui est 11-8, Romano, donc beaucoup d'expérience. Louis qui est 10-3. Principalement un gars de jiu, principalement un grappler. Louis Sanoudakis va pas avoir peur d'échanger sur les pieds, mais son game plan, c'est de t'amener au sol et de te soumettre. Ça va pas être facile contre un Brésilien. T'es Brésilien, tu sais te battre au sol d'habitude. Fait que j'ai hâte de voir ça. Je pense que Louis, il a faim, va vouloir faire de quoi un statement, là, non seulement devant des représentants de l'UFC, mais devant ses amis, sa famille et ses partenaires d'entraînement ici à Montréal. Pour ouvrir la carte, on a Diego Santos qui est de retour, va affronter Mitch Strzelka. Donc Santos qui s'est incliné face à Isaac Blais à son dernier combat et Strzelka qui lui s'était incliné face à Karim Enian à son dernier combat. Fait que les deux gars qui reviennent d'une défaite, deux gars solides, une fiche de 6-4 pour Strzelka si je vois bien, puis 5-3 pour Santos. Donc des gars qui flirtent avec la fiche de 500, là, on n'aime pas trop ça. Là, on veut essayer évidemment d'avoir plus de victoires que de défaites, surtout en arts martiaux mixtes. Donc, combat très important pour les deux gars.
Deux gars qui vont à la guerre. Je pense pas que c'est un combat qui va aller au sol. Quoique, les deux n'ont pas nécessairement peur d'aller au sol. Les deux ont un bon jiu. Strazella avait passé proche de soumettre Majoric avec une bonne guillotine. Santos, lui aussi, brésilien, canadien d'adoption. Fait qu'évidemment, il aime ça aller au sol, mais c'est un gars qui aime frapper fort et tout. Avait été chercher un beau KO sur Rafaelette. Il y a 2 combats de ça. Fait que gros fight. Vraiment leur banger pour ouvrir la main card. Je pense que le momentum va switcher à gauche, à droite. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de scramble au sol. On va se relever, on va se taper sa face. Fait qu'un très beau combat pour commencer la carte entre Santos et Strazella. Je pense que Santos a ce que ça prend pour défaire un Strazella, mais Mitch Strazella est toujours live. Peut jamais sous-estimer ce que Strazella peut faire. Donc, vraiment un combat super intriguant. Très hâte de voir ça. Et finalement, ce qui devait être le premier combat, finalement, a été annulé. Le Mustafa qui s'était finalement trouvé un adversaire en Andrade. On était censé ouvrir la carte avec ce combat de main event. Malheureusement, Mustafa annonce aujourd'hui même, ce matin, sur les internets, que son adversaire s'est désisté. Donc, une fois de plus, Mustafa qui se voit enlever une opportunité de se battre sous les pieds à la dernière minute. Fait que c'est bien dommage. Si tu veux, le chum fait peur. Ses adversaires ont tendance à avoir peur. Donc, malheureux pour Mustafa, mais ça reste tout de même une très belle carte de Samouraï MMA. On est hype. Ce vendredi, à la gare Windsor, c'est ça les chums. UFC 315, le lendemain, samedi, puis là, toute la semaine, il y a des activités, évidemment. Le mercredi, je pense qu'il y a un Q. Ça commence jeudi avec la conférence de presse. Évidemment, on va être là, public, c'est gratuit, pointez-vous au Centre Bell, ça va être le fun, gros party. Conférence de presse jeudi. Il me semble qu'il y a un Q&A mercredi. Ouais, pas mal sûr qu'il y a un Q&A mercredi, à moins que ce soit jeudi avant la conférence de presse, mais bref. Pas de côté, Valérie Letourneau, Rory McDonald, puis évidemment Georges Saint-Pierre, qui vont être sur place, répondre à vos questions. Le lendemain, conférence de presse, Belal Mohamed contre JDM, Valentina Shevchenko contre Manon Fiorot. Ça va être chaud, les chums. Fucking le big show, le cirque UFC est en fucking ville. Centre Bell, c'est la place. Samedi, mais comme je l'ai dit tout au courant de la semaine, là, tu peux voir, il y a du monde. Là. Non seulement tu as les combattants, mais tu as aussi leur entourage. Qui viennent. Alexa Grasso et sa carte. Qui vient avec Alexa Grasso? Diego Lopez, le seul et unique, va être à Montréal. Cette semaine, les chums, ne le manquez pas. Puis là, c'est ce combat pour la ceinture des 170 livres. Yann Gary va être le remplaçant officiel. Le chum Sean Brady veut aussi pull-up. Fait qu'il va y avoir de la merde qui va se brasser à ce niveau-là aussi. Là, il va y avoir vraiment là, comme un agglomérat, un moton de fighters qui vont se pointer. Ça va être chaud, man. Checker les stories sur Instagram. Les petits chums s'en vont au Schwartz, s'en vont au Bota Bota. C'est malade. Tout le monde est en ville. Tout le monde est à Montréal. Plus sérieusement, pour ce qui est de la carte, le homie de Winnipeg, Brad Katona, va affronter le très très fort Kazakh Almakan pour ouvrir la carte. Solide combat chez les 135 livres, laissez-moi vous dire. Brad Katona a peut-être une réputation d'être pas boring, pas ennuyant, mais tu sais, parfois peu excitant, disons-le ainsi. Almakan, lui, arrive comme un cheveu sur la soupe à l'UFC, un des plus gros prospects chez les 135 livres en ce moment. Mais quand tu lui donnes un fight à Katona, il n'a pas peur de fight back. Généralement, là, on l'a vu contre Matsumoto. Fucking gros fight l'année passée contre Jean Matsumoto. Fait que Brad Katona, certes, c'est peut-être pas le gars le plus spectaculaire, mais si tu veux brawler avec Brad Katona, généralement, il va pas dire non. Je pense pas qu'Almakan veut brawler nécessairement. Almakan, c'est un gars qui va probablement essayer de scramble, essayer d'aller chercher des soumissions. Katona, je pense pas qu'il s'est fait soumettre souvent dans sa carrière. Fait que, d'après moi, on va avoir droit à un bon combat pour ouvrir la carte. Après ça, on a Willy Cat. Santos, le Brésilien, qui accepte un combat relativement short notice. Là, c'était censé être Gavin Tucker qui allait se battre là, mais c'est Santos, finalement, qui remplace le gars de Terre-Neuve pour affronter Lee, un Coréen. Évidemment, Coréen veut dire complet fou dans une cage. Lee,
Brawler, man, coréen, contre Willy Cat, man, brésilien complètement sauté. Je pense qu'il vient du camp Charles Oliveira, un petit peu sur le même frame, là, genre un gars qui n'a pas peur de strike avec toi, puis si ça s'en va au sol, tant mieux. Puis Lee, coréen, va vouloir se taper d'en face. Pas de stress avec ça. Fait que un autre très bon combat. Deuxième combat de la carte. Après ça, premier Québécois, Power Bar, qui va affronter Bruno Silva dans un middleweight fight. Fait que deux gars qui ont un petit peu le même type of skills. Deux gros gars qui frappent fort, qui ont pas pire menton, qui aiment ça quand c'est sale, dirty boxing, contre la cage. Toujours actif, là, genre rarement deux gars qui vont staller un combat, que ce soit contre la cage ou au sol. Fait que je peux voir ça, là, je vois absolument ça comme combat. Là. On va striker un petit peu, il y en a un qui va aller coller l'autre contre la cage, on va s'échanger des strikes. Barrio risque d'utiliser ses coudes beaucoup. Barrio va jamais vraiment au sol, à moins que ce soit pour faire du ground and pound. On se souviendra de sa victoire contre Hollywood Kung Fu Guy, là, j'oublie son nom, là, mais le petit blondinet là, qui est plus dans l'UFC. Bref, Barrio est capable d'aller de TKO au sol s'il faut, mais préfère rester sur les pieds. Silva, gros striker, évidemment. Là. Fait que deux gars qui sont dans le genre de top 30 middleweight, top 40 middleweight en ce moment. Fait que gros fight pour Barrio. Ça va se taper sa gueule, ça va être du dirty boxing. Je pense que Barrio, avec son pace légendaire puis son gas tank, va être en mesure de mettre le pace sur Silva puis probablement peut-être le finir au troisième avec l'énergie de la foule puis du désespoir. Là aussi, le Barrio qui va pas super bien ces temps-ci, sa fiche est sur une couple de défaites de suite. Fait a besoin de faire un statement, d'aller chercher vraiment une victoire, mais si possible, spectaculaire. Ça risque d'être un bon fight, puis j'ai Barrio gagnant dans ce fight-là. Après ça, peut-être le combat qui m'excite le moins. Il y en a une couple, là, des combats moins excitants. Là. Ça, c'en est un, c'est sûr. Navarro Sterling de Nouvelle-Zélande, relativement jeune combattant là, en termes d'expérience. 7-8 combats pro. S'entraîne City Kickboxing. Excellent kickboxer. Combat chez les 205 livres. Fait que les light heavyweight, là, ça a le pouvoir d'être fucking crazy quand on pense à des Pereira, à des Khalil Roundtree, à des Jiří Prochazka, mais ça a aussi le potentiel d'être super sloppy. Sterling, excellent striker, comme je le disais, a fait une belle entrée à l'UFC au Contender Series, mais est sur une défaite, si je ne me trompe pas. Va affronter Ivan Erslan, le Croate, un gars qui aime bang beaucoup aussi, là, beaucoup de first round finish à son actif avant d'arriver dans l'UFC. Donc, deux gars qui commencent leur carrière UFC. Les deux qui sont sur des combats plus ou moins excitants, si je me souviens bien, là, si ma mémoire est bonne. Fait que les deux qui ont comme de quoi prouver. Justement, deux gars qui, généralement, quand c'était pas dans l'UFC, c'était du gros brawl, puis ça terminait généralement à leur avantage. Ben, tu fais un step de plus en compétition quand tu arrives à l'UFC, c'est moins facile de terminer les dudes. Mais là, les deux qui sont comme semblables à ce niveau-là, fait que je pense qu'on peut avoir le droit à un bon brawl, honnêtement. Là. Puis évidemment, c'est tout ce qu'on souhaite, que ça se tape d'en face puis qu'il y en ait un des deux qui tombe. Fait que ça, c'est le combat qui va ouvrir la carte préliminaire. Après ça, gros fight. Gros fight. Un des combats qui m'intéresse le plus, perso, sur la carte, c'est Not Girl, Jasmine Jasoo de Vicious. Trop sweet. Jasmine Double J. Est arrivée, là, à commencer sa carrière MMA, elle devait avoir genre 25 ans à peu près. Ça lui a pris 2-3 ans, gros max, puis elle était dans l'UFC. Puis là, elle avait des hauts et des bas dans l'UFC. Défaite contre Tracy Cortez qui avait fait très mal, je pense, puis qu'elle a eu de travers. Puis depuis ce temps-là, elle est sur une astie de lancée. Jasoo de Vicious. Là. Beaucoup de victoires, tout le temps spectaculaire, tout le temps en train de mettre un pace sur ses adversaires. Je pense qu'elle a terminé Viviane à Rojo à son dernier combat. Bref, solide chance pour Double J d'affronter une ancienne championne, une combattante très connue à l'UFC, puis qui n'est pas à son meilleur. Là. Définitivement, là, Jessica Andrade, qui est sur le back nine de sa carrière. Toujours très bonne combattante, pas à sous-estimer, mais à 125 contre JJ va être beaucoup plus grande qu'elle. Andrade, c'est un petit train, c'est un petit bulldog, elle a de la force brute, de la force physique, mais je pense que JJ va être beaucoup plus grande et grosse qu'elle. Fait que je pense que c'est JJ qui risque de bully le fight à ce niveau-là. Puis Andrade, comme je le disais, okay, elle sait striker, pas vraiment une grappler, pas vraiment une fille qui va aller chercher la soumission.
Fait que si JJ est en mesure de sniper à distance, elle risque d'avoir quand même un très bon avantage au niveau de la portée. Puis c'est soit striker de loin ou corps à corps, amène-moi ça au sol, drop le ground and pound. C'est pas une bonne idée d'échanger, de donner la chance à Andrade de sortir ses grosses patates. Tu veux pas échanger avec Andrade à distance de boxe nécessairement. Fait que JJ qui doit rester loin avec ses coups de pied, ses armes linéaires, popper le jab en masse. Puis quand ça commence à brawler, clincher, amener Andrade au sol, puis je peux vraiment voir JJ aller chercher le finish par ground and pound. On l'a vu, Jessica Andrade n'est plus l'ombre d'elle-même. Elle qui était, comme j'ai dit, ancienne championne, très très bonne combattante, Jessica Andrade, mais elle a perdu quand même beaucoup de steam dans sa game. Puis JJ va se battre chez elle à Montréal, elle veut nous prouver encore une fois qu'elle fait partie des meilleurs. Puis je pense vraiment qu'elle va aller chercher une belle victoire face à Jessica Andrade, ce qui risque d'animer la foule du Centre Bell. Après ça, coin toss, à savoir est-ce que ça va être le fight de la soirée ou le pire fight de la soirée. Ion Cutelaba contre Modestus Bukauskas. Encore une fois, un light heavyweight fight. Encore une fois, deux gros bonhommes qui ont l'habitude d'aller chercher des KO, qui frappent fort, qui sont divertissants. Ion Cutelaba, absolument divertissant. Pas nécessairement pour ce qu'il apporte dans la cage, mais on sait gimmicks. Il va-t-il arriver déguisé en Hulk à peser la veille, à suivre? Mais on connaît tous Ion Cutelaba pour les bonnes puis les mauvaises raisons. Puis Modestus Bukauskas, deuxième stint à l'UFC, était arrivé il y a quelques années de ça, avait subi une coupe de défaites, s'était fait release, était là à Cage Warriors, gagné une coupe de fight, redevenir champion, puis là, il est back à l'UFC. Fait que ce gars-là, Bukauskas, il sait qu'il ne peut pas délivrer un stinker. Puis il ne peut pas faire un fight qui pue. Parce qu'il s'est déjà fait release une fois de l'UFC, donc il sait qu'il est susceptible de se faire release une deuxième fois. Les deux qui sont sur une win, cependant, justement, le côté là-bas qui a battu Urslan, donc le light heavy qui va se battre pour le premier combat des prelims. Côté là-bas peut vraiment amener un. Ça va être fuck all. Ça va être drôle, définitivement. Bukauskas, c'est un petit peu plus sérieux que côté là-bas, mais deux gars qui frappent fort, deux gars qui ont le KO power. Fait que hopefully, on met ça dans l'univers, mais ça va être un brawl, ça va être un fist fight. Puis les deux gars vont vouloir terminer leur adversaire. Puis ça va être le fun. Puis ça va mettre encore une fois le feu au Centre Bell pour finalement terminer la carte préliminaire avec le Hometown Hero. Non, je retire ce que j'ai. Le Canadian Man, le Proud Canadian, proper Mike Malott. Qui est de retour. Après sa victoire face à Trevin Giles, victoire, mais très peu d'étincelles dans le combat. Mike Malott qui était vraiment sur le... il s'est jamais vraiment mis en marche dans ce combat-là. Trevin Giles qui est comme... Ça n'a pas été un bon fight. Mais Mike Malott devait aller chercher une victoire après sa défaite face à Neil Magny. C'était à Vancouver ou à Toronto. C'était au Canada. Malott qui avait dominé Neil Magny, mais finalement, revirement de situation, Neil Magny qui a pull out le reverse card, puis il avait fini Mike Malott au troisième round. Fait que là, Malott revient, victoire contre Trevin Giles, mais là, revient chez lui au Canada face à Charles Radke. Charles Radke, américain, pur et dur. Donc, on a vraiment le good old Canadian boy en Mike Malott face au genre de rednecky Charles Radke, American boy. Fait que combat à saveur politique, j'ai envie de dire, là, vraiment, là, c'est le seul combat Canada-US sur la carte. Puis on le sait, on connaît les tensions en ce moment entre les deux pays. Fait que j'ai pas de doute que Mike Malott va vouloir put on a show puis pouvoir chanter au Canada haut et fort après sa victoire. Je pense que Mike Malott a ce que ça prend pour aller chercher un win. Charles Radke, sa seule défaite à l'UFC, c'est contre Carlos Prates, qui l'avait fini avec un coup de genou au corps. Malott, bon striker, très bon striker. Deux gars qui n'ont pas peur d'aller au sol non plus. Là. Malott est allé chercher des victoires par soumission à l'UFC. Charles Radke, c'est un BJJ Black Belt aussi. Espérons que les deux veulent y aller dans un striking affair puis s'échanger des coups sur les pieds du gros kickbox. Puis espérons que proper Mike Malott va aller chercher la dub. Ouverture de carte principale à l'UFC 315, le Français Benoît Saint-Denis qui se voit sans adversaire.
sur cette carte-là, malheureusement. Lui qui devait affronter Joel Alvarez dans ce qui était un banger garanti. Malheureusement, l'Espagnol Alvarez a dû se retirer il y a genre une semaine qu'on a appris ça, gros max. Mais espérons, souhaitons que l'UFC était déjà au courant puis que ça fait un petit bout qu'il cherche un remplaçant pour affronter Benoît Saint-Denis, qu'il mentionne, il veut rester sur la carte. Là, on a même Mateusz Rebecki. Il me semble que c'est Mateusz, mais Rebecki, le petit stocky, là, chauve, Eastern European, 155 livres, qui est tout le temps dans les fucking guerres, qui colle sa shot pour affronter BSD. Good on him, ce serait un complet banger. Puis je pense que ce serait un bon style match-up pour BSD aussi. Est-ce que c'est ça qui va se concrétiser? Voyons voir. Mateusz Gamrot qui sort sur les réseaux pour dire que BSD a refusé un combat. Mais tout porte à croire que Gamrot, il a dit je suis pas prête pour samedi, mais si tu veux, dans une semaine ou deux, je le prends le fight. Puis BSD qui a dit non, merci, moi je veux me battre à Montréal ou rien. C'est pas vrai que je vais aller me battre au UFC Apex la semaine prochaine. Fait que hopefully, on va trouver un remplaçant pour Benoît Saint-Denis. Pour affronter Benoît Saint-Denis, en fait. Non seulement Rebecki a mis son nom dans le chapeau, mais il y a des rumeurs qui veulent que Mauricio Ruffi a mis aussi son nom dans le chapeau pour affronter le français BSD. Mauricio Ruffi qui est un Fighting Nerds, donc un coéquipier de Caio Borraio, un coéquipier de Jean Silva. Mauricio Ruffi qui a KO Bobby Green dans ce qui est peut-être le KO de l'année jusqu'à maintenant. On se souviendra le coup de pied retourné qui avait terrassé le King Green. Donc Ruffi, man, si Mauricio Ruffi peut avoir cette fight-là short notice contre BSD, ce serait incroyable. Non seulement parce que c'est un gars qui est un peu dans le même style que Joel Alvarez, long, 155 livres avec un bon striking, probablement pas le même niveau au sol qu'un Joel Alvarez, mais ce serait un très bon remplaçant. Mais ça voudrait aussi dire qu'on aurait le Fighting Nerds team qui s'amènerait à Montréal. Probablement que Jean Silva serait là, probablement que Carlos Pratchett serait là, probablement que Caio Borraio sera là. Fait que juste d'avoir cette gang-là ici, ça mettrait juste encore plus de lumière sur l'UFC à Montréal, puis ce serait bien hot. Fait que pour vrai, on met ça dans l'univers. Mauricio Ruffi contre Benoît Saint-Denis pour ouvrir la main card ce samedi à l'UFC 315. Après ça, Alexa Grasso, l'ancienne championne, qui va affronter Natty Ice, Natalia Silva, brésilienne, jeune brésilienne, sur toute une lancée invaincue en carrière, je pense, mais aussi à l'UFC, évidemment. Super striking, là. Plus taekwondo style, beaucoup de bons coups de pied, pas peur de boxer aussi, pas le plus de power dans ses points, mais vraiment un très bon striking. Puis on a vu beaucoup de filles qui ont essayé de l'amener au sol, c'est 100% la chose à faire quand tu affrontes Natty Ice, c'est de l'amener à terre, parce que sur les pieds, c'est une tornade. Vraiment, là, Natalia Silva, un des très beaux striking vraiment en ce moment à l'UFC. Puis elle a un bon takedown defense. Les filles qui ont essayé de l'amener au sol ont très rarement réussi. Elle va affronter l'ancienne championne, Alexa Grasso. Tout le monde connaît Alexa. Sexy boxeur, Mexican boxing, très bon. Très bonne avec ses points. Alexa Grasso est allée chercher la ceinture avec son grappling. Elle avait soumis Valentina Shevchenko avec un rear naked choke. Très bon fight IQ. Alexa Grasso, on se souviendra. Après ça, split draw contre Valentina Shevchenko, puis après ça avait perdu la ceinture contre Shevchenko. Fait en 3 combats face à la légende Valentina, Grasso est 1-1-1. Puis sinon, elle pète tout le monde, généralement, Alexa Grasso à l'UFC, fait qu'elle est live dans ce combat-là, c'est sûr. Mais je pense probablement que Silva a plus d'outils sur les pieds. Avec ses coups de pied, avec sa distance, va peut-être avoir un petit peu d'avantage au niveau de la portée. Certes, Grasso va peut-être essayer de l'amener au sol, presque garanti que Grasso va à un moment donné essayer d'amener Natalia Silva au sol, va peut-être réussir. Grasso, excellente fighter all around, toute une martial artist, Alexa Grasso. Man, excellent combat. Je voudrais pas être juge dans ce combat-là. Je pense que ça va être un gros, définitivement 3 rounds. Il n'y a personne qui va finir personne dans ce combat-là. À moins que Grasso aille chercher une soumission. Je pense que la seule terminaison de combat qui peut arriver avant la fin du combat, c'est Grasso par soumission, mais j'en doute. Je pense que Silva
est elle a un niveau assez élevé pour ne pas se faire soumettre par Alexa Grasso. Donc, j'ai de la misère à savoir qui va l'emporter dans ce duel-là, mais c'est un duel qui m'excite beaucoup. Et par la suite, José Aldo. José fucking Aldo, le roi de Rio, qui va se battre au Centre Bell pour la première fois, j'aurais tendance à dire, de sa brillante carrière. José Aldo qui va affronter Eamon Zahabi, un combat qui fait pas plaisir à personne, vraiment sur la sphère MMA. À part nous autres, là, évidemment, là, les Montréalais, les Keb, on est vraiment stoked pour Eamon de pouvoir affronter la légende qui est José Aldo. Eamon Zahabi qui s'est retrouvé, qui s'entraîne au Tristar depuis Esti, qui est haut comme 3 pommes. Était partenaire d'entraînement de Kenny Florian il y a plus de 10 ans de ça, quand Kenny Florian a affronté José Aldo. Ben, Eamon Zahabi était dans le camp d'entraînement de Kenny Florian. Donc, mimiqué José Aldo. Eamon Zahabi connaît José Aldo depuis la nuit des temps. Alors que José Aldo est-il familier avec un Eamon Zahabi? Maintenant, il l'est certes parce qu'il a dû s'entraîner pour ce combat-là. Mais Eamon Zahabi sait comment battre José Aldo. On l'a vu. Il y a un peu le blueprint qui a été mis là, avec Merab Dvalishvili et Mario Bautista qui ont contrôlé José Aldo en grappling, essayer de l'amener au sol. Évidemment, takedown defense légendaire de José Aldo. Donc, très peu sont ceux qui ont réussi à amener le roi de Rio au sol. Mais je pense qu'Eamon Zahabi peut réussir à accomplir ça. Du moins, il va 100% essayer. Parce qu'ils vont vouloir striker, c'est sûr. Ça va striker un peu. Mais tu ne veux pas striker trop longtemps avec José Aldo. C'est plus le kicker que c'était. José Aldo a vraiment diminué son output en termes de coups de pied. Mais le gars se bat dans l'UFC depuis fucking 16 ans, là, quasiment. Là. Puis avant, c'était dans le WEC, c'est José fucking Aldo. 37 ans, José Aldo. Eamon Zahabi, 36 ans. Donc, deux gars qui sont pas mal de la même âge, mais évidemment, José Aldo qui a largement plus d'expérience de in-cage experience, parce que Eamon Zahabi a tellement d'expérience. Lui aussi, je le disais, s'est retrouvé dans plusieurs camps d'entraînement. Corner GSP dans les belles années de GSP au Centre Bell. Fait que Eamon Zahabi n'a pas beaucoup de combats à sa fiche, mais c'est un gars qui a extrêmement beaucoup d'expérience. Je pense qu'il va aller chercher le dub sur José Aldo, honnêtement, dans ce qui risque pas d'être le combat le plus divertissant, parce que malheureusement, si tu veux battre José Aldo, ça va jamais vraiment être divertissant, à moins que tu t'appelles Conor McGregor, Max Holloway ou Peter Yan. Puis autant que j'aime Eamon, puis que Eamon, c'est un très bon combattant, je pense qu'il est trop intelligent pour juste brawler. Puis c'est pas non plus le striker qui est Holloway, Peter Yan, même Volkanovski. Évidemment, une coche en dessous. Je pense qu'il peut en faire assez pour aller chercher la victoire, mais ça va être beaucoup de cage wrestling, control grappling. 3 rounds, ça va passer vite. On risque de s'étudier un peu au premier, puis deuxième, puis troisième. Eamon va output le wrestling, puis le corps à corps. Puis ça va être un bon fight, mais pas le fight le plus divertissant de la soirée. Mais tant qu'Eamon Zahabi sort de là avec la victoire, c'est tout ce qui compte. Combat co-principal maintenant, Valentina Shevchenko, qui a récupéré sa ceinture à son dernier combat face à Alexa Grasso, la trilogie Vintage. Shevchenko, évidemment, très peu peuvent rivaliser avec elle sur les pieds. Puis elle a tellement un bon fight IQ avec son judo, ses takedowns, top control. Encore une fois, pas la plus divertissante au sol. Shevchenko, je pense pas qu'elle est allée chercher des soumissions ever dans sa carrière. Peut-être très peu, en tout cas, du moins. Mais elle est du genre à vouloir te ground and pound. Si genre elle est dans un bon mood, elle va pas juste vouloir te contrôler au sol, elle va essayer de te mettre ses coudes dans le front. C'est ce qui attend Manon Fiorot définitivement. Deux femmes qui aiment striker à distance. C'est pas des brawlers. Quoique Manon Fiorot, elle a quand même un petit instinct de talente, puis aime bien échanger des gros coups dans le pocket, puis elle n'a pas peur d'en manger un pour t'en donner deux. Shevchenko, pas du tout son style, par contre. Elle, c'est in and out, va pas accepter une seconde d'être dans un brawl. Si ça se rapproche, puis on est dans le dirty boxing, puis Fiora essaie de mettre un pace sur Shevchenko, c'est là que Shevchenko va essayer d'amener le combat au sol avec un judo throw, ou elle aime bien faire les petits trips, les petits jambettes Shevchenko. Fiora a un background de judo.
Certes, ça s'est plus transformé en kickboxing puis en striking après pour Fiorot, mais c'est quand même une fille qui est à l'aise en corps à corps, en judo. Jiu-jitsu peut-être moins. Mais comme je dis, Shevchenko, c'est pas la plus grosse menace non plus en termes de soumission. Fait qu'on a quand même 2 combattantes qui ont un profil similaire là, à ce niveau-là. Mais je pense que l'expérience de Shevchenko est... Pas je pense, là, en fait. Shevchenko a beaucoup plus d'expérience que Manon Fiorot. Ça fait combien de temps que Shevchenko se bat juste dans des combats de championnat? Ça fait très longtemps. Elle est habituée aux 5 rounds. Je pense pas que Manon n'a pas le cardio pour faire des 5 rounds, mais c'est différent. Elle va avoir du stress, elle va avoir de la pression. Elle qui va se battre à Montréal devant une foule francophone. Fait que, hopefully, Manon va pas se laisser trop affecter par l'espèce d'ampleur du moment, puis combat pour la ceinture face à une légende en Shevchenko devant un Sandbell enflammé. Je pense que Manon est sérieuse, puis Manon va quand même donner un bon fight à Shevchenko, mais je pense pas que ça va être assez. Je pense que j'ai Shevchenko par décision. Peut-être, Manon va peut-être gagner un round ou 2, mais overall, Shevchenko est trop intelligent, puis trop d'expérience, meilleur sur plusieurs aspects que Manon Fiorot. Fait que je pense que Shevchenko a juste plus d'outils dans son sac que Manon Fiorot. Manon va essayer définitivement de KO Shevchenko. Même si on a vu Grasso qui l'a battu la dernière fois par soumission, je pense que c'était un peu un one-shot deal. Puis Shevchenko ne va plus jamais se laisser soumettre de sa carrière. Fait que je pense que ça va être full divertissant comme fight. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de kickboxing à distance. Puis sinon, ça va être Shevchenko qui va amener le combat au sol puis qui va essayer de contrôler Fiorot le plus possible, peut-être faire un petit peu de ground and pound. Mais ça risque d'être un 5 round, une décision. J'ai Valentina Shevchenko. Et le main event, le combat principal, Belal Mohamed, remember son nom, qui va défendre sa ceinture pour la première fois depuis qu'il est allé la chercher en août dernier face à Leon Edwards. Première défense de titre pour Mohamed ici à Montréal face à l'Australien Jack de la Maddalena. Fait que je pense qu'il est ranké 5e JDM chez les welterweight, donc il y a quand même bien les gars qui seraient supposés d'être là à sa place. Disons, évidemment, Shavkat Rakhmonov, mais Rakhmonov est blessé. Sean Brady, peut-être, mais Belal a déjà battu Brady quand même aisément. Belal avait terminé Sean Brady. Puis évidemment, il y a Yann Gary qui, comme je le disais, va être backup fighter. Lui qui a battu Carlos Pratis il y a 2 semaines de ça, somehow, et officiellement le backup fighter. Mais ça risque pas de... Sorry, guys. Ça risque pas de se produire. Là, d'après moi, ça va être un JDM contre Belal main event. JDM, Australien, 17 victoires d'affilée, 17-2 en carrière, avait perdu ses 2 premiers combats pro, puis là, il est maintenant sur 17 victoires d'affilée, 7-0 à l'UFC. Pas mal de finish également. On parle beaucoup de son fight contre Fazav, ou quelque chose du genre, là, un gars qui avait accepté un fight short notice contre JDM, qui avait fait des belles choses, mais c'était un short notice. C'était un off night pour JDM. Still est allé chercher la victoire. Contre Gilbert Burns, son dernier combat, Burns mit le pace sur JDM, était en mesure de le take down, de le contrôler. Belal, pas Belal, mais Gilbert s'en allait gagner cette fight-là jusqu'à temps que JDM sorte un lapin de son chapeau, coup de genou qui ébranle Gilbert Burns, puis après ça, tu le termines en ground and pound au sol à la toute fin du 3e. Ce qui lui aura mérité un title shot plus d'1 an plus tard, là, parce que JDM, ça fait un bail qu'il ne s'est pas battu non plus contre Gilbert Burns. C'était mai l'année passée, fait que ça fait 1 an au moins qu'il ne s'est pas battu. JDM, excellent boxeur, toujours invaincu. Mais je pense que Belal est dans son prime. Belal est au top de sa forme. Alors que JDM, il va potentiellement être meilleur que ça qu'il est actuellement. Là, je pense qu'il y a encore de l'expérience à gagner, puis des croûtes à manger, puis des gros fights d'envergure à avoir avant de pouvoir claim le title fight. Il est tombé dessus, ça y est tombé un petit peu dans les mains. On lui a offert comme ça, puis il n'allait pas dire non, c'est sûr. Mais je pense que c'est trop tôt pour JDM. Puis Belal a tous les outils qu'il faut pour garder sa ceinture. Il n'aura pas peur de striker avec un JDM. Il va définitivement striker avec JDM.
Sorry, guys. Belal va put un pace, il va strike, il va sortir les patates. Puis la seconde que JDM va être comme, ah ouais, tu veux échanger, on va échanger. Ben là, bam! C'est là que Belal va sauter pour un takedown. JDM s'entraîne avec Craig Jones, Jiu-Jitsu Master. Définitivement des soumissions dans son sac à outils, JDM, mais Belal est, encore une fois, à des années-lumière, fait des cas d'entraînement avec les Nurmagomedov puis Makachev. Un bien meilleur wrestler, grappler que JDM. Sur les mains, on l'haït tout, Belal, mais c'est juste parce que c'est à la mode de l'haïr. Parce que techniquement, c'est un nasty bon fighter. Belal Mohamed peut autant striker que lutter, que te soumettre au sol ou que te finir par ground and pound. Fait que j'ai Belal gagnant dans le fight. Puis à moins que JDM fasse le combat de sa vie, je pense que Belal peut le finir. Peut finir JDM. Il y a un pace de débile. Belal Mohamed, c'est un gars qui s'entraîne tellement fort. Je dis pas que c'est pas le cas pour un Jack de la Madeleine, mais on est dans le Belal Mohamed era, les chums, puis ça va se concrétiser. Ce samedi au Centre Bell, l'UFC 315. On est fucking hype, les chums. Ça se fucking passe. Fait 50 minutes que je vous parle tout seul. Fait qu'on va closer ça, les chums, mais fucking hype. Si vous me voyez à la conférence de presse à peser le soir des combats, pull up. Comme c'est high, les chums, on est là. C'était votre boy Carabine. Écrivez-moi en commentaire c'est quoi vos takes. J'ai-tu des bonnes prédictions? J'ai-tu des bonnes analyses? C'est qui tu penses qui va gagner, toi, mon petit chum? Tu vas-tu à Samouraï? Tu vas-tu à l'UFC? Tu vas-tu aux deux? C'est la plus grosse semaine de l'histoire du MMA au Québec, les chums. On est fucking là pour ça. Fait que on est hype. It's fucking go, les chums, man. C'est là que ça se passe. Fucking là